Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue à notre deuxième mercredi de l'histoire à la Haute-Saint-Charles de la saison 2024-2025. Alors, ce soir, nous parlerons du livre des Marguilliers de la paroisse Saint-Ambroise de Gênes-Lorette. Là, si vous me voyez soupirer, c'est parce que je ne sais pas comment appeler cette source-là, qui est une source que je vais vous décrire et vous présenter dans le courant de la présentation de ce soir. Puis vous allez comprendre un peu mon désarroi face au titre qu'on doit donner à cette source historique-là tout au long de la soirée. Alors, je souhaite la bienvenue aux gens qui sont à distance sur Zoom. Alors, ce soir, nous avons un nouvel appareil de son. Je n'ai plus de micro sur moi, mais il y a un micro ambiant dans la salle sur le petit meuble gris, dans lequel nous vous entendrons si vous posez des questions, et dans lequel apparaît aussi la foule sera entendue lorsqu'elle parlera par les gens qui sont à distance. Alors, il n'y a plus de secret entre nous. Vous êtes entendus de partout. Alors, je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Mario Lucier, je suis le président de la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. Alors, je fais des mercredis de l'histoire de la Haute-Saint-Charles depuis 2009, depuis 15 ans, bientôt 16. Nous nous sommes perfectionnés à travers le temps et nous pouvons nous produire à distance et nous pouvons nous réécouter. Moi aussi, je le fais un peu parfois sur notre chaîne YouTube. Alors, dans quelques jours après la présentation de ce soir, notre camarade Hugo va organiser le tout pour diffuser sur notre chaîne YouTube où vous pourrez nous réécouter ou vous réécouter si vous parlez dans la machine en avant, dans le milieu de la salle. Alors, bien voilà, alors ce soir, il sera question d'une source qui provient en fait de la voûte du presbytère de la paroisse Saint-Ambroise de la Gênes-Lorette, qui est en fait appelé le livre des Marguilliers, on va dire ça comme ça, de la paroisse Saint-Ambroise de la Gênes-Lorette. Alors, qui commence en 1796 et qui se termine à peu près autour de, plus ou moins, ça dépend de quoi, vers 1870. C'est le premier d'une série de livres qui va colliger notamment l'ensemble des discussions que les Marguilliers vont avoir ensemble pour gérer la paroisse, la gérer administrativement parlant, j'oserais dire, et qui va gérer les revenus, les dépenses, les locations de bancs et ou autre chose fascinante, vous allez le voir ce soir. Ce qui est fascinant avec cette source que nous avons en vrai, là, à ma droite ici à l'avant, que vous pouvez aller voir tout à l'heure, elle est ouverte à une page, à la page 1 que Hugo me confirme. Alors, elle a là, de mémoire là, 165 pages avec la couverture et les quelques pages là, préalables et les pages à la fin. Là. À peu près 165 pages qui ont été numérisées par Hugo et qui ont été minimalement codifiées pour qu'on s'y retrouve. Alors, ce n'est pas entièrement indexé, c'est-à-dire que si on cherche le nom d'un personnage, comme par exemple le nom du premier Bedeau, bien, et si on tape Bedeau, on ne pourra pas le trouver, on n'a pas de machine pour trouver ça encore, on ne l'a pas encore indexé. Ça viendra peut-être. Qui sait? J'ai regardé l'indexateur en chef. Ceci dit, bien ce soir, écoute, ça c'est une histoire, on ne se met pas de pression, surtout après la soirée qu'on a eue hier. Hein? On ne se met pas de pression. Ce soir, c'est une introduction à ce livre. C'est le cours 101 sur cette source exceptionnelle. Puis, il n'y a pas de mot plus... C'est exceptionnel, cette source-là. Je disais à Hugo tout à l'heure, il y aurait des thèses de doctorat qui pourraient être écrites sur l'information qu'on y retrouve certainement. C'est un bijou de source primaire. Ce que j'ai fait, j'ai fait une sélection presque aléatoire, minimalement arbitraire, l'arbitre est en moi,
quand j'avais du fun à regarder, j'ai fait des copier-coller, je l'ai collé dans ma présentation. On n'a pas tout, on a une partie, puis l'idée c'est d'avoir du plaisir avec ça. Ça va? Alors, bonne soirée à toutes et à tous. Alors, tout commence en fait nécessairement avec la création de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorraine. Alors, la paroisse de Saint-Ambroise de la Jeune-Lorraine, comme vous le savez, a été octroyée en 1794. Alors, donc, indiqué en 1794, après plusieurs mobilisations de citoyens, là, je dis citoyen, le mot n'est pas parfait, il faudrait peut-être dire paroissiens, censitaires, habitants, il n'y a pas le bon mot, hein, parce qu'ils ne sont pas encore paroissiens de la paroisse, on ne peut pas le dire comme ça. Citoyen, ça relève de ville un peu, on n'est pas dans le cadre municipal, alors je ne sais pas comment appeler le monde. Habitants. Censitaire, ça c'est le domaine seigneurial, je ne sais pas comment les nommer, en tout cas le monde, hein, va se mobiliser pour obtenir une paroisse, évidemment détachée de celle de Charlesbourg, parce que nous relevions de celle de Charlesbourg. Des signes ont été perçus dès le début du 18e siècle. Ça, le 18e, ce sont les années 1700. Alors, du début du 18e, de cette volonté d'avoir une paroisse détachée de celle de Charlesbourg, notamment via le missionnaire jésuite. Hein, parce qu'ici, il y avait le territoire où les Hurons habitaient. Depuis 1697, ils étaient chapeautés, organisés, gérés, je ne sais pas comment dire, par un missionnaire jésuite. D'accord? C'était dans la mission, c'est le cas de dire, des jésuites de s'occuper des Hurons. C'est encore une mission. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Puisqu'encore aujourd'hui, le curé de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorraine est aussi missionnaire. Mais il n'est plus. Depuis peu, sans doute. Depuis pas longtemps. Parce que je crois qu'il l'était il n'y a pas si longtemps. À peu près un an. À peu près un an. C'est pas assez vieux pour moi, là, pour que je le sache. C'est trop récent pour moi pour que ça soit dans ma catégorie d'information. Bien. Merci pour la précision, cependant. Alors, le missionnaire jésuite qui exerçait son rôle auprès des Hurons, il était prêtre. Le jésuite était prêtre, un père jésuite, donc il avait une formation de prêtre. Donc, il pouvait baptiser, il mariait, il inhumait des Euro-Québécois, donc des gens qui étaient soit immigrants français ou des gens enfants d'immigrants français, donc des Québécois, comme on les nommerait aujourd'hui, même si on les appelait des Canadiens à l'époque. Alors, de manière indépendante, dès le début des années 1700, on retrouve des feuilles mobiles, pas avec des trous et des lignes, là, concentrez-vous. Alors, on trouve des feuilles qu'on insère dans le registre de la paroisse de Charlesbourg, signées par le missionnaire jésuite pour un baptême, souvent un baptême, moyennement souvent un mariage, puis pas très souvent une inhumation. Alors, on voit la gestion de l'urgence, hein? Avec un baptême, des fois c'est urgent, un mariage moyen, puis une inhumation, généralement, il n'y a pas tellement de presse. On se comprend? C'est bon. Alors donc, dès le début des années 1700, ce qui prendra l'ampleur avec la surprenante ouverture du registre des Jésuites en 1761 par le missionnaire. À noter qu'une source importante au Québec existe via l'Université de Montréal qui s'appelle le Programme de recherche en démographie historique, PRDH. Eux, ils appellent le registre des Hurons de Loretteville. Alors, j'ai déjà fait une communication auprès d'eux pour qu'ils corrigent le titre de ce registre-là parce que, un, ce n'est pas un registre de Loretteville, parce qu'en 1761, Loretteville n'existait pas. Et deuxièmement, ce n'est pas le registre Huron parce qu'il n'y a pas que des Hurons qui sont gérés dans ce registre-là. Je leur ai demandé de le changer de nom et de l'appeler le registre des Jésuites. C'est resté lettre morte. Alors voilà. C'est pour ça que moi, je l'appelle comme ça. C'est lorsque les derniers Jésuites meurent l'un après l'autre, ils ont été abolis après la conquête. Ils ne pouvaient pas se renouveler en ayant de nouveaux membres. Alors on a attendu qu'ils meurent l'un après l'autre jusqu'au dernier, ce qui va arriver en 1800. Sans pouvoir renouveler leur effectif, que le roi de Québec, Jean-François Hubert, acquiesce à la demande des gens de ce qui deviendra en 1794 la paroisse Saint-Laurent détachée de celle de Charlesbourg. Ça, c'était l'introduction.
J'ai déjà dit ça quelques fois. Si tu viens là, régulièrement, tu as suivi, tu devrais avoir des bonnes réponses à l'examen. Qui dit paroisse dit 1. Achat d'un terrain, ça on n'en parlera pas ce soir. 2. Construction d'un presbytère, non plus. 3. Construction d'une église, pas tellement. 4. Délimitation d'un cimetière, pas vraiment non plus. 5. Gestion administrative de l'entité civile qu'est la paroisse. C'est de ça qu'on va parler ce soir. De temps en temps, tout est dans tout, comme disait Raoul Duguay. On va se recouper un brin dans les 4 autres missions présentées plus haut. Alors, c'est cette gestion que nous analyserons ce soir à travers la superbe source primaire qu'est le livre des Marguilliers. Je vais arrêter. Alors, voici la page d'ouverture. Déjà là, on est un peu dans le trou parce que le titre qui se donne eux-mêmes à ce livre-là nous rend minimalement confus. Livre des recettes, dépenses et autres affaires concernant la fabrique de Saint-Ambroise de la Jeunette, commencée en 1796. Déjà là, tu te dis, il y a quelque chose parce que la paroisse commence en 1994. Fait que qu'est-ce qu'on a fait en 94-95? Si tu le sais, dis-moi-le. D'accord? Ça va? 96. Alors, la première page, ça doit être la page qui est ouverte, là, d'après ce que j'ai vu tantôt, vite, là. Alors, inquiète-toi pas, je vais te lire. Ouais, c'est ça. Alors, c'est la première page des comptes des premiers mois. C'est le rapport financier des premiers mois d'existence de la paroisse, mais ça commence en 96. Fait 94-95, on ne sait pas ce qui se passe. Allons-y. Compte qui rend par devant M. Joseph Paquet, curé de Saint-Ambroise de la Jeunette, François-Guillaume Falardeau, ci-devant Marguillier en charge de l'église de Saint-Ambroise, et ce pour 13 mois d'exercice en l'œuvre de la fabrique, commençant, on commence, le 2e jour du mois de décembre de l'an 1795, 2 décembre, on commence ça le 2 décembre 1795. Donc on a un brin de recul par rapport à 96, on s'entend? Ouais, finissant le 1er jour de janvier 97, en présence d'Étienne Falardeau, ce présent Marguillier en charge et de Charles Genet, Jean Creneau, Marguillier et autres habitants. C'est sûr qu'on c'est la première page. C'est la première page. On dit ça, on va parler de ça, les comptes. D'accord? Et dans ces comptes-là, il y a un paquet d'affaires que je ne t'ai pas toutes mis. OK? Parce que ça ne finirait plus. Il y a 160 pages. Concentre-toi. 559 livres et 18 sols en revenus pour ces 13 premiers mois. Alors là, on parle en livres, là, on ne parle pas en dollars, là, bien sûr, parce que c'était la monnaie de l'époque. Alors, la recette de la somme de 559 livres, 18 sols qui ont été ramassés dans les quêtes. Tu sais, là, quand le panier, là, dans le panier, je pense, c'est ça. Qui ont été faites dans l'église les dimanches et fêtes pendant le temps de son exercice, en l'œuvre de la fabrique. Là, il y a un tableau avec une colonne, puis là, on a récolté, dans ces 13 mois-là, 559 livres, 18 sols. Moi, là, je pense que ça correspond à peu près au salaire du bedeau et un peu plus pour une année. D'accord? On couvre un peu plus que le salaire du bedeau pour une année juste en quête dans le panier. Là, c'est ça, prenez-vous le guichet? Non, c'est ça. Oui? Si c'est possible, ça c'est environ combien en argent moderne? Je ne pourrais pas le dire. C'est pour ça que j'ai utilisé la comparaison du salaire. C'est ça. N'est-ce pas, Hugo? Oui. Oui, c'est ça. Donc, ça donne une idée. Dans les revenus, il y a d'autres choses aussi. Ah, c'est triste. Des revenus provenant de sépulture. Alors, item de 35 livres pour 5 sépultures avec service à 7 livres pour chaque. Donc, des personnes qui payent, ils ne payent pas. Dans le payage, ils sont dans le décès, ils ne peuvent pas payer. C'est quelqu'un qui paye pour eux. Ça coûte 7 livres par personne, 5 fois. C'est ça? 7 fois 5, 35 de sépulture. Aujourd'hui, je ne sais pas combien la sépulture coûte dans l'Église.
Mais Rajoute des zéros. c'est plus ça. Alors, c'est un autre revenu, bien sûr. C'est cher. C'est- Si on compare à 559 livres, Oui, 7 livres. pour c'est ça, co- je c'est- trouve que c'est- tu veux dire, là, t'es moins lousse dans la quête après. Hein, c'est ça. Item, donc prochaine ligne, comptable. Alors, item de la somme de 16 livres, 10 sols, pour 11 petits enterrements d'enfants non adultes. Ça coûte moins cher, un petit enfant non adulte. Hein? Pas drôle. Et 11 petits. 11 petits enfants. Donc, Ça on fait- Beaucoup, hein? on Dans est ce en- temps-là, Oui, dans un an. pour l'année. Ouais. Oui, mais c'est pas fini. La faucheuse est encore là. Item de 21 livres pour 7 sépultures d'adultes sans service à 3 livres. Fait que tu t'enterres, pas de service, ça coûte moins cher, 3 livres. Donc ça, on compte bien avant votre question, M. Savard, n'est-ce pas? Alors, on a 5 morts, plus 11, ça fait 16, plus 7. Oui. On a rendu à 23 livres. 23 morts. 23 livres. Ouais, c'est ça. Pour des revenus. Vous avez une question? Ouais, la moyenne d'âge qui pourrait dans ces années-là, c'est à peu près 47 ans. Non, c'est ça. L'espérance de vie était beaucoup plus basse qu'aujourd'hui, puis elle était en fait particulièrement basse à cause de la mortalité infantile. La mortalité infantile était très forte. De mémoire, là, je vous dis ça de mémoire, je pense que c'était autour de 37 à 40 pour 1000 naissances. Puis quand on parle de mortalité infantile, il y a 2 types de mortalité infantile. Il y a la mortalité infantile de cause dite endogène, donc qui arrive dans le premier mois suivant la naissance, qu'on va lier directement à l'accouchement ou à des problèmes dus à l'accouchement. Fait que quand le bébé meurt 1 mois et moins, on dit que c'est une mortalité infantile de cause endogène. La mère ne produit pas de lait, la mère a été malade, la mère est mourante puis meurt, elle n'aide pas le bébé meurt, pas capable de boire, tu sais, a une malformation, etc. là, tout ça dans le premier mois. Puis de cause exogène, donc pas liée à la naissance, ça c'est avant 5 ans. Et à l'époque, je pense aussi, la date de naissance, tu n'as jamais le certificat du jour même qui était valide. Comment dire, des fois c'était quelques jours après. Ça dépend, il y a plein de facteurs qui modifient le délai entre la naissance et le baptême. Ouais, c'est ça. La température, l'éloignement de l'église, la disponibilité d'un prêtre pour le faire, l'état du bébé et de la mère. Donc, il y a plein de facteurs. On pense souvent qu'on baptisait rapidement à couche qu'on baptise, hein, mais c'est pas tout à fait vrai. Je dirais même que, je viens d'évoquer la température, l'hiver c'est plus facile que l'été, parce que le printemps ou l'automne, parce que les routes sont plus praticables. C'est plus facile de circuler sur un sol dur enneigé que l'été ça va, là, mais au printemps, des grandes pluies, quand ça fond, puis tout, là, c'est le chaos bien raide. Des fois, il faut traverser des rivières, des ruisseaux aussi, on ne peut pas le faire tout le temps. Fait que, tu sais, il y a plein de facteurs en lien avec ça. Vous me faites décrocher, j'ai 40, j'aime ça comme ça, c'est parfait, j'ai 40 diapositives, ça va bien aller. Oui? Quand on compte le livre, est-ce que c'est le système monétaire anglais des livres? Ben là, on est à l'époque anglaise parce qu'on est à la fin du 18e, donc, mais les Français avaient aussi des livres. Vous allez voir tantôt qu'à un moment donné, c'est confondu avec un autre système de monnaie, on va parler de francs à un moment donné. Donc là, c'est ça. Fait que l'idée pour se comparer, c'est le salaire du bedeau qui coûte 468 livres pour une année, je pense, de mémoire. Je me trompe peut-être, là, mais en tout cas, on le verra tantôt, je sais que je l'ai en diapositive. Donc, il y a des morts, il y a des sépultures, il y a des revenus pour la fabrique en lien avec ça. Alors, j'avais calculé 18 premiers inhumés, là, mais finalement, ouais, ben là, on s'est mêlé, je m'étais mêlé à mon calcul. Mais, moi, je suis allé valider les premiers morts du début jusqu'à la fin de l'année 1796, parce que c'est ça qu'on disait. Je suis allé valider ça dans le PRDH. Oups.
Et où, man? Les autres, c'était gratuit. Qui sont... Ah ouais, j'en ai là. Les autres étaient peut-être gratuits, je ne sais pas. Alors voici la liste des sépultures avec les dates, les noms, les âges, le sexe des personnes inhumées à Sainte-Ambroise-de-Génorette. La première personne, c'est Marguerite Léraud, ou Lheureux, qu'on pourrait dire aujourd'hui. Elle est morte à 91 ans. Elle a été inhumée le 8 décembre 1795. D'accord? C'est la première dans le registre. Hein? Parce que ça, le PRDH, il prend le registre des baptêmes, mariage, sépulture, puis c'est une base de données qui a été faite par l'Université de Montréal. Fait que moi, j'en ai plus que les revenus. Il faudra faire une vérification comptable ici pour nous aider peut-être avec ça. Alors, Je vais travailler là-dessus. y a-t-il quelqu'un qui s'est mis une coupe de pièces en dessous de la cravate? Je ne sais pas. Honnêtement, donc on voit les décès. Donc, âge 91 ans, 50 ans, 65 ans. Là, il y en a un qui n'a pas d'âge, Marie-Marguerite Plamondon. Dubois Marie-Louise, 9 jours. 22 ans, 17 mois, 60 ans, 15 ans, 10 ans, 21 ans, 3 jours, 34 ans. 1 an. Après ça, on n'a pas d'année, puis pas de nom, puis ça. C'est ça? C'est jeune, oui, c'est jeune. Tu sais, on parlait de mortalité infantile tantôt. C'est toutes les maladies qu'aujourd'hui les enfants sont vaccinés pour ne pas les attraper. La rougeole, la rubéole, toutes ces affaires-là, là, dans ce temps-là, le monde les pognait, puis il y en a qui mouraient de ça. D'accord? Alors, donc, ça, c'est la suite des sépultures. Là. Louise Liret, 15 mois, 24 ans, 3 ans, 13 jours, Pierre Duchesneau, 3 ans, 3 mois, pas d'âge, nommé Thomas, quelque chose. 22 ans, 68 ans, pas d'année, puis 5 ans, Isabelle Légaré. Donc, ça, c'est toutes les sépultures jusqu'à la fin décembre 1796. D'accord? Évidemment, il ne parle pas des noms dans le livre des Marguilliers, mais il y a les revenus qui y sont indiqués. C'est pour ça que je suis allé chercher une autre source pour croiser 2 sources pour vous le montrer ici ce soir. Bon, on n'a pas juste des revenus, vous le comprenez bien, on a aussi des dépenses. En voici ici quelques dépenses. Il t'aime à payer au même la somme de 282 livres 16 sols pour un compte commençant le 13 mai et finissant en décembre de la même année, de taille et quittance consistant en 1 équart, là je sais pas, noir de laine, 3 verges de toile grise, 12 livres 15 onces de serge peut-être, cierge, cierge. Une boîte de pot de vin blanc, ben oui. Ouais. Une soupière d'étain pour les baptêmes. T'as-tu soupieré dans le baptême? Une soupière pour les baptêmes. 6 autres, je ne sais plus, 20 verges, petits rubans blancs pour garder. En tout cas, tout ça pour 6 lavabos à la fin, vous voyez? 6 lavabos. Hein? 6 chandeliers et un Christ argent. Bien de moi. Tout ça pour la somme de 282 livres et 16 sols. D'accord? Pour un lot d'affaires qu'on dépense. On se part. La paroisse, ça se part. Là. On a besoin de Christ, puis de lavabo, puis de soupière. C'est ça que ça nous dit. Je trouve ça drôle. J'aime ça, faire rigoler un peu. Oui? Ça s'appelait comment? J'ai coupé, mais on l'a. Faudrait aller relire, là. C'est ça. Tu verras aussi vers la fin de la présentation que on va avoir des dons de bienfaiteurs au début de la paroisse. Donc, ça arrive à la fin du livre, parce que le livre est désordonné chronologiquement. Il a été relié bizarrement, puis il y a des affaires, des retours en arrière sans arrêt dans le livre. Enfin. Alors, toujours dans les dépenses, ici, il t'aime à payer à François Renvoisé, orfèvre à Québec, la somme de 288 livres pour la partie supérieure d'un ostensoir, d'une paire de burettes, les boîtes aux petites huiles, un porte-dieu, le tout d'argent sur lesquels ouvrages il lui a été fourni pour 7 piastres.
d'Argenterie, merci beaucoup, en su, donc quittance produite en date du 19 mars et du 16 août, 288 livres. François Renvoisé, orfèvre. Et là, si t'es perspicace, Société d'histoire, tu fais un lien dans ta tête, hein? Qu'est-ce que tu es en train de te dire? Tu penses à quoi? Rue! Rue Renvoisée! Hein? Bien sûr, tu la connais, la rue Renvoisée? Oui. Toi-même, tu as peut-être déjà tenté un coup de téléphone chez Mike en commandant une pizza au 2 de la rue Renvoisée. Alors qu'il n'y a pas de maison sur la rue Renvoisée à Retteville. C'est juste une rue qui traverse deux rues et qui s'appelle aujourd'hui la rue Georges-Paul. Denis? Oui. Oui, c'est ça? Oui. Alors voici François Renvoisé, le dit orfèvre qui vient de nous coûter 288 livres, qui a été orfèvre et réparateur d'orfèvrerie ancienne à Québec. Et il a vécu de 1739 à 1819. Et toi, tu te dis, pourquoi nomme-t-on une rue à son nom à Loretteville? C'est pas pour lui qu'on nomme la rue. C'est bien sûr pour son fils, qui va avoir le job de curé à partir de 1801. Alors, son fils, François Ignace Renvoisé, il va être curé à Loretteville. Donc, dans Saint-Ambroise, je dis Loretteville, c'est pas vrai, c'est Saint-Ambroise dans la Jeunarette, ça inclut Val-Bélair, Saint-Émile, Lac-Saint-Charles, Neuchâtel, une partie de Valcartier, tout ça, c'est la grosse paroisse. Donc, une rue de Loretteville portera son nom environ jusqu'en 2006, Denis, je me trompe ça en disant ça? C'est à peu près ça. Au moment où on a fait changer le nom de la rue pour qu'elle porte désormais le nom de la rue Georges-Paul, qui est le père de Denis, Georges, si certains ont connu, sans doute, et qui n'a toujours pas de maison, d'adresse sur la rue. Alors, on peut toujours faire le coup du Mike's et de la pizza. Bien sûr. Ça traverse entre Albert Trudel et des Récollets, anciennement des Laurentides, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Et Saint-Joseph et des Laurentides, anciennement. Donc, il y a des machineries qui sont stationnées là présentement là, pour cause des travaux sur les étudiants. Voilà. Oui, Vincent Savard. La rue Renvoisée a changé de nom parce qu'il y en a une autre rue Renvoisée à Québec. C'est pour ça qu'elle avait changé de nom de Louis? Oui. Donc, on avait travaillé à l'époque avec le conseiller municipal Raymond Dion pour honorer, en fait, les années de bénévolat de Georges-Paul et de nommer une rue en son nom. Et c'est comme ça qu'on l'avait changé, finalement. Et Gilles Martel. Gilles Martel, surtout Gilles Martel, je dis Raymond Dion, mais surtout Gilles Martel qui avait travaillé. Il fallait renommer des rues. Oui, c'est ça. On était encore dans le processus de changer les noms de rues après la fusion municipale. Là. Voilà. Et plus que nous. Alors, dans les dépenses, je suis toujours dans les dépenses ici. Alors, j'ai dit 460 tantôt. Le livre, c'est 566 livres pour le bedeau, en fait, sur une base annuelle. Alors, le montant qu'on a ici, il faut le diviser par 12 et c'est son salaire mensuel. Alors, donc, une année de salaire d'un employé manuel pour la fabrique, là, qui faisait quoi, je ne sais pas, tondre le gazon, qui réparait, creusait les fosses, etc., etc. Là. Alors, c'est 566 livres pour une année. Ça nous donne un point de comparaison pour pouvoir évaluer les dépenses, les revenus qu'on a dans l'année. D'accord? Voilà. Alors, je vous présente maintenant le rapport financier de la première année d'exercice de la fabrique. D'accord? Alors, la dépense totale se monte à la somme de 1733 livres et la recette se monte à la somme de 1406,15. Par conséquent, pardon? Il y a un petit déficit, c'est ça. On se partait, là, tu sais. Essentiellement, mourir un peu plus, ça va nous aider. En tout cas, ouais, c'est une idée. Et portant la dépense, excède la recette de la somme de 326 livres 13 sols qui ont été remises au rendant compte par le nouveau marguier entré en charge Étienne Falardeau. Donc 326 et 13 en dette, là, en ce qu'on doit. Le présent compte a été aussi examiné, clos et arrêté dans la maison cléricale par nous, Joseph Paquet, prêtre, le curé de Saint-Ambroise, en présence des 6 degrés nommés
le 29 janvier de l'an 1797 et a été signé de nous seuls, le rendant compte et les autres mariés ayant déclaré de savoir signer. Donc, Joseph Paquette, prêtre. Alors, voici le rapport financier annuel de la première année, déficitaire, de l'organisation paroissiale de Sainte-Ambroise de la Générette. Ça va? C'est beau, hein? Moi, je trouve ça beau, parce qu'aujourd'hui, finalement, nous autres, on fait ça à la Société d'histoire, tu sais, des rapports annuels financiers, tout ça, puis on n'a rien inventé là, en 2024, là, au 21e siècle. Là, on fait la même affaire, c'est juste qu'on le calcule à la main. C'est ça. Avec un boulier, peut-être. Qui sait? Adjudication des bancs en 1818. Alors là, vous voyez, là, on saute du coq à l'âne dans le livre. Moi, là, je l'ai traité d'une manière linéaire, de la page 1 à la page 165. Fait que vous allez voir que j'en reviens dans le temps, j'en repars plus loin, j'en reviens, j'en passe pas moi. J'ai pas des troubles. C'est le livre qui est relié le même. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. On fait avec. Donc, on va donner des bancs. Tu sais que le banc à l'église, c'est important. C'est la place où tu t'assois dans l'église a un rôle social. Puis c'est pas n'importe qui peut s'asseoir n'importe où. Puis ton banc t'appartient parce que tu vas le louer. Hein, ça va devenir un revenu pour l'église. Tu vas le louer. Puis tu peux en faire hériter ta famille. Puis il y a plein d'affaires autour de ça. Dans le livre, là, c'est vraiment magnifique. Là. On pourrait faire une étude autour de la possession des bancs. Qui s'assoit où, dans quel rang, puis tout ça. Donc, ça nous donnerait un peu un autre indicateur pour faire un portrait social de la communauté de la paroisse. C'est vraiment super le fun à voir ça. Donc, j'en ai mis quelques-uns. Alors, le 3 mai 1818, le sixième banc dans la rangée du capitaine. Le capitaine. Le capitaine de milice. Je t'en parle tantôt plus loin, je vais y venir. Donc, dans la rangée du capitaine, retiens ça. Appartenant à Pierre Pajot, a été adjugé à M. Rivard, curé, à raison de 42 livres, ancien cours, donc ancienne monnaie, c'est ce qu'on dit, et rente annuelle, et ce, en présence de Étienne Auclair et de Charles Albeuf, qui ont déclaré de savoir signer F. G. Rivard, prêtre. D'accord? Donc, le premier banc, dans la rangée du capitaine, Rivard, curé, ça le garde pour lui, il paye, il dit c'est mon banc. C'est ça? Ça y a été accordé. C'est bon? On continue. Quel intérêt le curé avait-il d'avoir un bain alors qu'il était en avant? C'est une excellente question. Il n'était pas. Lui, il était. Je ne sais pas, il n'était pas le curé de la paroisse Saint-Ambroise. Il signe son propre bain. Il signe son propre banc. Il s'octroie son propre Il y a banc. 2 témoins. Avec 2 témoins quand même. C'est pas. Mais non. C'est peut-être pour, à l'occasion de ses invités. Peut-être. Alors peut-être que c'est pour sa mère qui vient l'écouter à l'Est. Il dit ça, c'est mon banc, c'est mon membre qui s'assoit là. Dans la rangée du capitaine, c'est pas n'importe quelle rangée, j'y reviendrai tantôt. Ouais. Je me demande c'est quand ça a changé parce qu'il ne pouvait pas beaucoup de monde à la messe. S'il n'y avait pas d'argent, il ne pouvait pas payer leur bain. C'était pour la grand-messe puis les messes spéciales. C'est ça. Pâques, à Noël. Oui. Ok, c'est beau, c'était pas genre n'importe quoi. Non. Si d'argent un peu à la messe, C'est ça. Ok. Puis à un moment donné, il va y avoir des chaises là aussi. Hein. On va rajouter des chaises, puis là, ils vont déterminer que, là je ne l'ai pas mis, là, mais qu'ils n'auront plus le droit d'apporter t'apportes pas ta chaise. Tu sais? Mettons, là, sur le plan d'Abraham, des fois, il y a des spectacles. Apporte ta chaise, c'est correct, des fois non. Là, c'est comme le monde qui apporte sa chaise, à un moment donné, la panique prend. Ils disent, les gens qui vont apporter leur chaise, c'est non, dehors, tu sais. Fait que quand toi debout, t'as juste à monter socialement, puis aller t'asseoir en avant, puis à payer ton bac, tu sais. Alors, il y a aussi, là, ici, une aide à l'école de la fabrique en 1852. Bon, l'école de la fabrique, ça, c'est curieux. Le terrain actuel de l'ancien collège de Loretteville, en face de la pharmacie Martel. 184, merci beaucoup, Denis. 184 Racine, édifice de quelques étages en briques,
construit en 1918 sur un terrain qui appartenait à la fabrique. Et à l'arrière de cette bâtisse-là, existait la vieille école qui a été démolie peu après la construction du collège en briques en façade. Donc à l'arrière, on avait le vieux collège, donc qui était la vieille école qui a été démolie quand on a construit le collège en avant. Donc on vote ici dans une discussion une aide financière pour cette école de la fabrique, qui est sur un terrain de la fabrique, et qui va être bien longtemps sur le terrain de la fabrique, et qui va être éventuellement cédée à la commission scolaire. Alors là, en 1852, le 29 juin, après une annonce faite au prône de la messe paroissiale du même jour, convoquant une assemblée des mariés anciens et nouveaux, se sont assemblés après la messe et au son de la cloche, en la sacristie de la fabrique et paroisse de Sainte-Ambroise, les sieurs Charles Jobin, Olivier Verrette, Charles Albeuf, Louis Falardeau, Joseph Falardeau et Joseph Léraud, Pierre Falardeau, Jean-Baptiste Savard et plusieurs autres, lesquels, après une délibération, ont accordé dans l'instant de l'éducation, dans l'intérêt, de l'éducation, 18 louis à prendre sur les deniers de la fabrique, et cela seulement dans le cas où il y aurait 2 écoles dans la maison de la fabrique. Fait passer les jours et ans que depuis au lieu que dit est les 10 mariés dont suis signé François Boucher, frère curé. Donc on dit à un moment donné, il va peut-être avoir 2 classes, c'est ce que je comprends, dans l'école. Puis s'ils ont besoin d'argent pour financer ça, on leur avance déjà les sommes. Donc l'éducation, la paroisse, c'est lié. Le terrain du collège appartient à la paroisse. Il va lui appartenir pendant à peu près 150 ans. D'accord? Et c'est main dans la main que ces 2 institutions-là vont marcher ensemble pour le bien public et l'éducation des jeunes enfants. Mario, c'est le curé Bédard qui avait... C'est le curé Bédard qui va céder le terrain à la fabrique. On en reparle plus tard. On garde ça en réserve. Ça va? Oui? Super. Alors, réparation de l'église en 1854. Le 19 novembre 1854, à une assemblée des anciens et nouveaux marguilliers, et les propriétaires de la paroisse convoqués le dimanche au prône de la messe paroissiale et annoncés au son de la cloche, afin de décider si l'on bâtirait une nouvelle église ou si l'on parvenait, l'église actuelle, la grande majorité des mariés et des paroissiens a été de réparer l'église. C'est ce qu'on décide. En 1854, on répare l'église, vu qu'elle peut encore suffire pour contenir la population de la paroisse. D'accord? Il a été de plus décidé par la dite assemblée que des plans pour les dites réparations seraient demandés à M. Berlinguet et à M. Giroux, avec l'offre de faire les 10 ouvrages, était présenté à la dite assemblée. Était présent à la dite assemblée Charles Boutet, Louis Renaud, Joseph Pajot, Louis Falardeau, Jean-Baptiste Savard, Joseph Savard et un grand nombre d'autres personnes, François Boucher, le curé. Donc en 1854, on dit, on répare, c'est assez grand, on peut contenir tout le monde, tout va bien. D'accord? Mais on prévoit peut-être que si on va réparer puis financer ça, on a des plans, on travaille là-dessus, puis on a déjà quelqu'un pour réparer. Ça va? 1854. Là, je te dis 1854, ça fait 60 ans que la paroisse existe, puis on couvre un immense territoire, là. Là, la population augmente, là. Tu sais, on est au 19e, puis on est dans le 7 à 8 enfants par femme fertile, entre 15 et 45 ans à peu près. En moyenne, oui, la mortalité infantile, mais on vient de se sortir, en fait, depuis le début du 19e siècle, on vient de se sortir d'une période de refroidissement global qu'on a appelé la petite ère glaciaire,
au début du 19e, ça va mieux, là. Donc, le monde se marie plus jeune. Quand tu te maries plus jeune, la période de fertilité de la femme est plus grande. Donc, on a plus d'enfants. Il y en a qui meurent encore, mais au bilan, on fait survivre plus de population. Fait que la population de la paroisse, globalement, augmente. Tellement qu'à un moment donné, il y a du monde qui va partir aux États-Unis, là, pas longtemps après. Hein? On va aller faire les petits Canada sur la côte est américaine. Hein? On voudrait peut-être les rapatrier aujourd'hui parce que, à cause d'hier, là, mais. Tu vois ce que je veux dire? Mais on peut contenir, c'est ce qu'on dit, on contient encore, ça va, c'est correct, on va réparer. Oui? Si j'ai bien saisi, il n'y avait qu'une école pour couvrir la paroisse. La paroisse était grande. C'est l'école de la fabrique. Il y avait probablement d'autres écoles sur le territoire, des écoles de rang, qu'on va trouver sur le territoire à gauche à droite, dans Sainte-Geneviève entre autres. Si vous venez dans un mois, je vais vous en montrer une. Mais il y en a partout sur le territoire. Mais on s'entend, là. Je veux dire, c'est Émilie Bordelot, là. Tu sais, puis ça coûte cher à une famille envoyer un enfant à l'école. Parce que l'enfant, il ne travaille pas. Puis il ne génère pas du revenu quand il va à l'école. Fait qu'obliger le monde à aller à l'école, c'est encore un peu, là, impopulaire dans les familles, là. Ça va prendre la loi sur l'instruction obligatoire, qui va être à 14 ans avec Adélard Godbout au Québec en 1940. Aujourd'hui, c'est 16. C'est pas le Pérou, 16 ans, là, on s'entend, là. C'est déjà pas pire. Mais les familles ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école parce que ça leur enlève des revenus. C'est ça. On peut comprendre le père de famille qui dit, ben là, si je l'envoie à l'école, je vais moins manger. C'est ça. Alors oui? Pour alimenter ton petit air glaciaire, c'est qu'en 1816, il n'y avait pas eu d'été ici. Exact. Donc, il y avait neigé au mois de juillet, puis le chaud, c'était à 5 degrés. 1816. Parce qu'en 1815, il y avait eu un volcan en Indonésie qui avait craché tellement fort, ça avait absorbé la planète. Donc, essentiellement, là, il y a eu un petit refroidissement global sur la planète du début du 14e siècle, les années 1300, jusqu'au début des années 1800. On appelle ça la petite ère glaciaire. Donc, en général, il faisait un petit peu plus froid, la température était mauvaise, puis on produisait moins bien. Après ça, ça s'est réchauffé un peu. Puis là, ça se réchauffe trop. On va dire ça de même. Je sais pas si vous êtes allé dehors aujourd'hui, là, vous avez vécu un peu ça. Oui? On est loin de l'église. On décroche. L'église. Oui. L'église, il convoque les propriétaires aussi. Il convoque les On est propriétaires. en 1854. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans ce On a aboli le système seigneurial. Exact, puis on perçoit des taxes. On va commencer à percevoir des taxes. Ouais, c'est ça. Mais on donne encore beaucoup pour le système seigneurial parce que le monde n'est pas capable de racheter leur rente seigneuriale en général. Mais oui, c'est vrai qu'on On les convoque. On les convoque. Quand même. C'est bien. C'est bien. On les consulte. Puis les gens disent non, on va réparer. C'est ça. Alors, en 1870, on va voter afin de peinturer le toit de l'église. Alors, le 3 juillet 1870, à une assemblée des anciens et nouveaux mariés convoqués au son de la cloche. Très important. Oui, vous allez, j'ai un punch en lien avec ça, là, si vous me suivez, vous allez l'avoir. Après, une annonce faite au trône de la messe paroissiale, la dite assemblée a décidé de donner 2 couches de bonne peinture à la couverture de l'église et de la sacristie, et ont chargé M. le curé et le marguerier en charge de surveiller le dit ouvrage. Alors, furent présents Michel Savard. Ben, pas non, c'est pas vous, excusez. Michel Savard. Jean-Baptiste Sainteau, Pierre Pénisson, Joseph Pageau, Pierre Savard et plusieurs autres qui ont déclaré le savoir signé François Boucher, prêtre curé. D'accord? Une rue Pénisson, c'est pas l'hôpital, hein? Il y a une rue Pénisson, effectivement, près de l'hôpital, puis il y a une rue Boucher aussi, à côté de la salle des Chevaliers Colomb. C'est lui. D'accord? Donc, on peinture le toit. Prochaine! Ah, là, j'ai besoin de toi, Société d'histoire. Il y a quelque chose que je veux savoir. Je ne sais pas si on va trouver la réponse à ça ici, à ce moment-là. Je pense que non. Puis tu vas peut-être découvrir quelque chose.
Bon, moi, j'ai découvert quelque chose. En tout cas, c'est la première fois que j'entendais parler de ça. Les reliques de saintes. J'ai écrit sikh parce que c'est une erreur, mais c'est Saint Pie en juillet 1877. Qui est déjà là, ça part mal. Ok, c'est bon. Il y a eu plusieurs Le 5 juillet, c'est vraiment intriguant. Le 5 juillet 1877, nous sous-signés prélat domestique de sa sainteté, notre Saint Pie, Pie IX, alors qui était le pape, Pie IX et vicaire général de l'archidiocèse de Québec, avons déposé dans une chasse placée sous l'autel de la Sainte Vierge, dans l'église de Saint-Ambroise, les reliques insignes, incluses dans une statue en cire, de Saint Pie, martyr obtenu de Rome. Et toute l'authenticité est certifiée par un document de son éminence Monseigneur Patrizzi, vicaire de sa sainteté, en date du 3 décembre 1876, lequel authentique est conservé aux archives de la fabrique de cette paroisse. Monsieur Savard? Effectivement, à l'époque, il y avait beaucoup de reliques. Puis, je peux t'en porter un autre à l'île d'Orléans, la route des Prêtres, à mi-chemin. Il y avait Vierge-Camp entre les deux paroisses. Saint-Pierre, à l'époque, ça s'appelait Saint-Paul. Parce que c'était un morceau un fragment d'os de l'apôtre Saint-Paul qui s'est retrouvé entre les deux paroisses. Ils ont fait l'échange entre les deux paroisses. Ça s'est fait. Je continue. Et nous avons apposé sur l'ouverture de la dite chasse le sceau du diocèse sur un fond de cire rouge. La dite cérémonie aussi faite en présence de messire François Boucher, curé de cette paroisse, messire Joseph Auclair, curé de Québec, et d'un grand nombre de prêtres sous-signés lecture faite. Bon, là, ma première question, c'est: y a-t-il quelqu'un ici ce soir, ou à distance, qui a déjà entendu parler de cette relique de Saint-Pie, cachée sous l'autel de la Sainte Vierge dans l'église? Elle ne devrait pas avoir passé au feu quand oui. Les reliques dans les chasses, souvent les chasses n'étaient pas gros, c'était vitreux, qui a été mis en dessous de l'autel de la Sainte Vierge, c'est dans l'ancienne église. C'était en 1877. C'était-tu un gisant qu'ils ont mis ou c'est juste en dessous de l'autel qu'ils ont condensé? Aucune idée. Il n'y a plus de photo de ça. Il n'y a pas de photo de ça. Ils n'avaient pas de la relique aujourd'hui. Non. Peut-être. Peut-être. Hugo me dit ici peut-être. Qui sait? Normalement, ils gardent ça, eux autres. Il y en a des reliques. Je lance ce soir un grand avis de recherche Je pense qu'on les a. de Saint-Pie. Vous me direz si quelqu'un voit ça quelque part. Et là, pour ton propre bonheur, je vais te faire la lecture de ceux que je suis capable de lire qui étaient présents dans cette cérémonie qui m'avait l'air bien spéciale. Alors, tu as les signatures des curés, là. Baudry, curé de Charlebourg, ici. Auclair, curé de Québec. Je ne suis pas tout capable de lire, là. Provencher, prêtre. Blanchette. Beaulieu, prêtre. Rolette, prêtre. Leclerc, prêtre. Ça continue sur une autre page. Pour Francine, Guillaume Giroux, vicaire de Saint-Ambroise. Bien sûr, Francine qui a une relation privilégiée avec Guillaume Giroux. Alors, et là, attention, ça c'est bien intéressant. Puis, Vincent, prêtre, Saharem, quelque chose comme ça. C'est Philippe Vincent, Prosper Vincent, qui était prêtre, le premier prêtre Huron, qui avait étudié au séminaire, qui a signé probablement avec son nom Huron à côté du mot prêtre. Alors, Joseph Marquis, prêtre, Napoléon Leclerc, Sasseville, curé de Sainte-Foy, et les autres. Voilà, donc une gang de curés
qui creusent en dessous de l'autel de la Sainte Vierge, qui cachent. Ils signent. Comment? Ils signent, ils n'ont pas creusé. Bon, laissez-moi rêver. Puis ils cachent ça avec le seau, puis tout. Moi, je trouve ça merveilleux, cette histoire-là. Ça a fait ma journée, là, vraiment. Je suis content de vous partager ça à un public qui est obligé de m'écouter, qui est obligé d'avoir l'air d'aimer ce que je raconte. Alors, ça, c'est une histoire magnifique. Hugo, en me disant tantôt peut-être, là, tu viens de stimuler mon Saint-Pie, là. Oui, vas-y, Thomas. Plusieurs Saint-Pie, on sait que j'imagine que ça ne parle pas des papes. Parce que c'est des. Il y a votre théorie de l'erreur de faute de frappe. De frappe. Oh boy. Faute d'écriture était vraie parce que c'est peut-être. Ça peut être Saint-Pie. Oui. Il y avait un martyr au début. J'ai cherché tantôt, il n'y a pas de pi, fille. Non, pas de c'est masculin. Je pense que c'est une erreur. C'est probablement une erreur. Des Saint-Pie, il y a le village de Saint-Pie, pas loin de Saint-Hyacinthe, puis tout ça, là, au Québec. Là, puis il y a des parcs qui sont appelés Pi. Puis il y a le boulevard Pie 11, puis tout. Oui? Plaît-il? Saint-Pie, c'est un martyr. Oui, c'est ça. Exact. Mais c'est un gars, c'est pas une fille. Oui, c'est ça. En tout cas. Je ne sais pas pourquoi ça s'est retrouvé ici, mais c'est arrivé de même. Si vous en savez plus, vous me le direz. C'est contre les sécheresses, il y avait des sécheresses à cet endroit. On continue. Et le document d'authenticité, c'est mentionné qu'il est conservé dans les archives de la paroisse. Fait que peut-être que jour dans l'inventaire de l'archive, on va trouver ça. Ça se peut. Ça se peut. On ne sait pas vraiment. On n'est pas capable de répondre ce soir, mais on rouvre des portes. Puis on pose des questions. Ben, ça va. C'est surprenant que c'est surtout dans le livre des mariés, par exemple. C'est quasiment le constat d'un acte sacré. Oui. C'est pour ça que je dis que ce livre-là, il est étrange. Parce qu'il y a plein d'affaires bizarres dedans. C'est ça. Mais je n'ai pas de réponse. Là. Mais oui, c'est étrange. Il y a un Saint-Pie, là, ici, on dit. Un saint chrétien et martyr des premiers siècles de l'Église. Puis il a été pape dans les années de 140 à 155. C'est dans le début. Ouais, c'est ça. Il signe. Et ouais. Vas-y, André. Mais pour que ça vienne de Rome, il y a, à cette époque-là, il y a quelqu'un qui a été à Rome, qui a fait ce voyage. Oui. Mais il y a une raison particulière. C'est pas quelqu'un qui fait un voyage de plaisir. Non. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Un évêque, il y a un archevêque dans ces coins-là, et il ramène, tant qu'à faire de voyage, il ramène une relique. Mais probablement pas juste ça, mais... Tout le monde voulait avoir sa relique parce que ça attirait du monde dans la paroisse. Fait que le monde, là, dans la paroisse, il venait voir la relique. Ça battait la vraie de la croyance. Oui, effectivement. Alors, on va y aller pour la prochaine. Le banc du côté de l'Évangile dans la chapelle en 1796, adjugé à Ambroise Trudel, qui coûte 14 francs annuels. Alors, encore une fois, là, en continuant l'étude du document, à un moment donné, on retrouve à nouveau des bancs, mais des bancs qui ont été adjugés bien avant ceux dont je t'ai parlé tantôt. Alors, celui-là, le banc adjugé à Ambroise Trudel, au prix et somme de 14 francs. Là, on parle en francs 1796, je ne sais pas pourquoi. Tout d'un coup, alors qu'on parlait en livre tantôt dans l'état financier. Là. On n'était pas en livre aussi tantôt. On a eu des louis aussi tantôt. Fait que là, tu sais, à un moment donné, aidez-moi quelqu'un. Hein? Payé comptant, laquelle somme a été payée à la fabrique pour vente annuelle au 1er février de chaque année, paquette à curé. Donc, en bas, Trudel lui dit paye un banc. Du côté de l'Évangile, c'est le 5e, en ligne, 1, 2, 3, 4, 5, 14 francs, puis c'est le même. Ambroise Trudel était un résident de Saint-Jacques. Alors, il était capitaine de milice lui aussi. Personnage important, j'en reparle dans un instant. La chapelle. C'était le deuxième étage du presbytère. La chapelle, c'était dans le presbytère parce qu'on commence à construire l'église en 98. Fait que là, on est dans les premiers moments d'existence d'une salle
d'un temple dans lequel on fait les cérémonies. C'est du côté du presbytère, où on a commencé tout ça avant de commencer la construction de la première église. Donc, on va se Cette écriture-là, on la retrouve entre d'autres documents. Entre d'autres documents. Qui doivent être datés. Qui sont datés. Alors, est-ce qu'en ce moment-là, on peut avoir une idée de la date du document, parce qu'il n'est pas daté? Celui-là, c'est en 1796. Oui, il parle de 1796, mais est-ce que il a été rédigé en 1796? Oui, parce que, en fait, là, c'est une découpure que j'ai faite virtuellement, là, mais il y a la date de l'adjudication des bancs. Le numéro 14 en marge, là, c'est 14 francs. Pour indiquer en francs? Oui. C'était pas la 14e? Non, c'est le 5e. C'est le 5e banc en ligne. Ça, c'est le numéro 5. Et j'ai mis en bas Strudel parce que c'est dans la famille Francine, c'est pour ça. Quand je sais que vous venez, j'essaie de vous trouver quelqu'un. C'est pour ça que j'ai parlé de Geoff Paul tantôt. C'est ça. J'essaie de vous, dire que vous êtes là. C'est bon. Oui, mais c'est ça. Je me demande si, à cause qu'il y a des francs mélangés avec l'Angleterre, pour se dire, ça ne sera pas relié à l'acte de Québec de 1774. Je ne sais pas. C'est ça ma question. Parce qu'à un moment donné, c'est comme si on dit on va laisser les voix français. Je pourrais pas dire parce que plus tôt, là, dans la même année, il y avait le rapport financier qui était tout en livre. Ah ouais, c'était comme mélange. Oui. Est-ce possible qu'ils acceptaient des paiements avec les restants de monnaie que les gens avaient? Il y a peut-être cette possibilité-là aussi. Il restait des louis, on va les vendre. C'est ça. Des Des fois, là, mais là je ne l'ai pas vu aujourd'hui là, en finissant ça, mais des fois, ils mentionnent des piastres espagnoles. Ouais, ça. Il y a ça aussi. Alors, le Ambroise Strudel, je l'ai. Pourquoi ça change pas? Et Mario, il devait y avoir des voyageurs qui venaient, il n'y avait pas d'échange de monnaie, qui arrivaient avec ce qu'il y avait. Il arrivait avec ce qu'il y avait. J'ai mis la fiche PRDH d'Ambroise Strudel, alors qui a été baptisé à Charlebourg, mais qui n'a probablement pas déménagé, on s'entend-tu là-dessus? Parce qu'il est mort à Loretteville. Vous voyez, il marque Loretteville, Loretteville n'existait pas en 1825. Puis il a changé de paroisse sans déménager probablement. On se comprend? Il s'est marié à Charlebourg parce que probablement qu'il ne pouvait pas se marier ailleurs parce qu'il n'y avait pas d'église. C'est ça, la paroisse, c'est là-bas. Là, c'était Charlebourg, c'est ça, il ne pouvait pas se marier ici. Il aurait pu aller se marier chez le jésuite, mais le jésuite, il gérait les urgences de baptême. En 71, Mario, en 71, c'est le jésuite qui n'était pas ici. En 1771, le jésuite n'était pas ici. Il y avait le missionnaire chez à la chapelle. En bas. Le jésuite. Il était chez les Hurons. Ah oui, en 71. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, Ambroise Strudel, donc voilà, on va continuer. Ça marche. Le banc du capitaine de milice. En 1796, dans la nef, le banc numéro 1, le banc du capitaine, laissé pour mémoire. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on veut dire par ça. Je pense qu'on a gardé le banc numéro 1 dans la nef, vide, en l'honneur d'un personnage important, le capitaine de milice. Là, le capitaine de milice, je t'en parle un peu, parce qu'on retrouve ça vraiment souvent à l'intérieur du document. J'ai rencontré capitaine de milice, souvent. C'est un personnage paroissial, super important, qui a un peu disparu de la mémoire collective. D'accord? Et pourtant, c'est probablement le personnage régionalement le plus important après le curé. Alors, je t'explique. Le rôle du capitaine de milice. Le capitaine de milice était avant tout responsable de l'organisation militaire au niveau local. Il dirigeait une compagnie d'environ 50 hommes recrutés parmi les habitants de la paroisse, âgés de 16 à 60 ans. Moi, Hugo, Thomas, André, mon frère Guy. C'est ça. C'est nous autres, la milice. Correct? Yeah. C'est moi le capitaine, on va dire ça.
Ou mon frère Guy. Ouais, je sais pas. Alors, le capitaine des ministres occupait une position sociale élevée dans la communauté. Il était généralement un homme respecté, bien établi, avec une bonne réputation morale et des qualités de leadership. Son statut était presque égal à celui du seigneur et du curé de la paroisse. À l'Église, il avait une place d'honneur, assis directement derrière le Seigneur. Alors, dans cette explication-là, on fait le lien avec l'information que j'ai découpée dans la diapositive précédente. On laisse le banc en avant, numéro 1, libre pour le rôle de capitaine de milice, pour l'institution. Alors, ici, le Seigneur ne s'assoyait pas avec nous autres à l'Église. Le Seigneur ne venait pas parce que le Seigneur, c'était une communauté, c'était les Jésuites. Puis, même s'il n'était pas loin, là, dans sa résidence près de la chapelle de l'autre côté, mais il ne s'assoyait pas dans l'Église, le Seigneur. Donc, banc numéro 1, capitaine de milice. Ça va? La prochaine est drôle, vous allez rire. Yes! Voici le paiement annuel des bancs. Alors, tantôt, on avait dit 14 francs pour Ambroise Trudel. Puis là, on l'a en haut, Ambroise Trudel, numéro 2. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Là. Ambroise Trudel. Et là, ce qu'on présente, c'est les années de paiement. Vous voyez, on indique un P. P payé, première année, deuxième année P, troisième année P, pour indiquer qu'il a payé dans les différentes années. Alors, visiblement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans de temps qu'il aurait payé. Du côté du capitaine. Vous voyez, c'est écrit en haut. Ambroise Trudel était du côté du capitaine. Banc numéro 2. Donc, on a ça sur plusieurs pages dans le livre. Une liste de noms de personnes avec des P comme ça à côté, sur plusieurs années de paiement dans le registre. C'est intéressant quand même. Il y en a des fois, tout le monde a l'air de payer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Paye ton banc, sinon on va le donner à quelqu'un d'autre. Tu vas perdre ton rang, tu repars en arrière debout, tout t'apporte ta chaise. On t'expulse parce que tu n'as pas d'affaire avec ta chaise ici. Une affaire que j'ai trouvée curieuse, si tu es capable de m'expliquer c'est quoi, tu es le bienvenu. L'achat de poêles russes en 1841. Ok, ça part mal. Y a-t-il quelqu'un qui sait c'est quoi un poêle russe? Moi non plus. Je pensais que la fabrique fera l'acquisition de 2 poêles russes avec toutes leurs dépenses, lesquelles seraient payées l'un en janvier 1842 et l'autre en janvier 1843. Monsieur le curé, voulant bien en payer le quart, les mariés en charge de ces années fourniront le second quart et le restant sera repris sur les quêtes de la paroisse de ces 2 années. Je pensais avoir une réponse sur le poêle russe, mais c'est sûr que le poêle puis russe, ça va bien ensemble parce que ça dit fait fret en Russie puis ils ont des bons poêles. C'est un peu ça que je comprends. Puis je ne sais pas si ça a l'air de quoi un poêle russe. C'est pas le Rufus? Non. Pas Rufus. Non, parce que en fait c'est A-U. Le premier F, c'est un S en fait. A-U-S-S-E-S. Alors ici, on le voit aussi à d'autres reprises. C'est un document par la suite. Là. Ici, c'est le mot russe. Une bouteille de vodka, ça réchauffe. Comment, ouais? Je pense que ça va dans le même titre qu'à l'époque. Tu sais, les fours avec 3. Les fours, ouais, c'est ça. Les fours à cuisson avec 3 pattes, là. On appelle ça souvent, à l'époque des fours néerlandais. Je pense que ça va dans le même sens que ça, poêle russe. C'est un type de poêle qui servait à chauffer. C'est plus comme une petite bâtisse, puis il y a des compartiments pour mettre le café, le thé. C'est pas traditionnel à nous autres. Non, c'est ça. Fait que poêle russe. Oui, je vois un peu. Ça ressemble un peu à des plus petits poêles, pas des gros poêles à combustion lente, comme des petites chaufferettes. Là. Voilà. Les premiers mariés. Encore une fois, on revient en arrière dans le temps, dans le livre. Je continue l'ordre des pages du livre. Alors, les mariés en œuvre de la fabrique de Saint-Ambroise pour l'année 1796. Et là, il y a une chose curieuse dans ce texte-là. Je ne suis pas sûr de bien comprendre, j'ai une idée, mais je vous en parle. Sont François-Guillaume Falardeau en charge, Étienne Falardeau II et Charles Genet IIIe,
qui tous trois avaient été élus l'année dernière, donc en 1795, lorsque la paroisse et la mission étaient unies ensemble. La mission des Hurons, de l'autre côté, étaient unis ensemble, mais ayant été privés de leurs droits en cette année par opposition de la part des sauvages. Évidemment, c'est le texte, c'est pas moi qui dis ça, là, vous comprenez bien. Ils ont été confirmés tous trois par la présente année, par nous, prêtres sous-signés, curés de Saint-Ambroise, et du consentement présumé de tous les habitants qui n'ont fait aucune réclamation au temps ordinaire des élections, 25 janvier 1780, 16, signé Paquette, prêtre curé. Bon, là, moi, ce que je comprends de ça, je fais un lien rapide. Je vais essayer. En 1793, il y a une pétition qui est signée par les hommes, c'est le même, de tous les différents secteurs de la paroisse, là, partout, là, Côte-de-la-Montagne, Lormière, Saint-Claude, Saint-Denis, Saint-Jacques, Saint-Antoine, etc., qui disent s'ils sont d'accord ou non que la chapelle des Hurons soit utilisée comme église paroissiale dans la future paroisse qui va être créée l'année suivante. On fait aussi signer les Hurons qui, les deux communautés, en gros, sont tous d'accord pour qu'on crée une paroisse et que la paroisse est son église et que l'église existe déjà et que ce sera l'église qu'on retrouve près de la chute de l'autre côté de la rivière. Cette pétition-là, elle dit ça. Elle est authentifiée par un notaire. C'est un document sérieux qu'on retrouve dans le livre noir là, du 200e de la paroisse. Alors, les hommes disent d'accord, pas d'accord là, avec cette idée-là. Puis là, la paroisse est créée en 1994. L'évêque Hubert, l'évêque de Québec, décide de former la paroisse, puis d'envoyer l'Église à quelques centaines de pieds, là, on va dire ça, ou de mètres, de l'Église des Hurons. Puis il dit, l'argument, c'est que cette Église-là n'appartient pas aux gens de la nouvelle paroisse Saint-Ambroise. Donc, c'est pas possible de faire un accord comme ça. Donc, probablement qu'il y a quelque chose derrière ça, que des mariés avaient été élus au tout début, puis qu'ils n'ont pas pu, en fait, exercer leur fonction parce qu'il y a un désaccord qui a existé entre la signature de la pétition en 1993, l'octroi de la paroisse en 1994, et la mort rapide aussi des Jésuites, là, dont le dernier missionnaire en place qui s'appelle Étienne Thomas Giraud de Villeneuve, qui lorsqu'il meurt, le lendemain, on nomme le curé Paquette comme nouveau. En tout cas, il y a toute une histoire, là. Il y a probablement une tentative de faire une paroisse en utilisant l'église de Wendake. Ça n'a pas fonctionné, il y a eu un conflit après ça. Puis, ça a pris une année après l'élection des mariés pour gérer la situation. Je suis dans l'hypothèse. Je n'ai pas de preuve, hors de tout doute, qui me démontre ce que j'avance, mais probablement que je ne me trompe pas bien, dans ma réflexion. Mais c'est intéressant quand même, ce bout-là, là, où nous étions unis et qu'on ne peut plus exercer. Voilà. Tantôt, je t'en ai parlé. La cloche. Achat d'une cloche en 1825. Le 5 juin 1825, les mariés assemblés en nombre ordinaire à la sacristie décidèrent l'achat d'une cloche de 300 livres pour remplacer celle de la paroisse fêlée par accident. Moi, ça, je trouve ça très drôle comme situation. C'est cocasse quand même, là, de devoir racheter une cloche, probablement l'avoir échappé ou je ne sais pas quoi. On l'a fait on doit en racheter une, 1825. Thomas Cook, prêtre, c'est lui qui s'est connu sous le nom de rue aujourd'hui, là. Rue Cook. Monseigneur Cook, ouais, c'est ça. Deuxième évêque de Trois-Rivières. Rien de moins.
l'époque, il faisait venir de France, les Je ne sais pas s'il est fondé ici, là. Ça, c'est une bonne question. Il faudrait voir la date de formation du séminaire. Faudrait voir, là, mais c'est une bonne question. Parce qu'une fonderie, Ben, il y avait les forges Saint-Maurice là, qui pouvaient produire, mais quand même. Avais-tu déjà trouvé quelque chose pour l'achat de la première cloche? Non, mais j'ai ça tout de suite après, qui est avant, hein, parce qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans ce livre-là, qu'est-ce que je te dis? Bénédiction d'une cloche dans la chapelle des Hurons en 1803. On a indiqué ça dans le livre de la paroisse, c'est à voir, encore une fois, il y a comme un mélange entre les deux communautés. Donc le 5 juillet 1803, par le missionnaire des Hurons, sous-signé, et bénit une cloche dans la chapelle de la mission d'environ 160 livres, renvoisée prêtre. Donc, il indique ça dans le livre des Marguilliers. Là. Tu sais, tantôt, je t'ai dit, j'appelle ça le livre des Marguilliers, mais là, à un moment donné, je ne suis pas sûr que c'est le bon nom pour ce livre-là. Là, hein? On pourrait appeler ça mélange divers de discussions, décisions et ou autres relatifs à la gestion de la paroisse. Ouais, c'est plus ça que le nom. Tu sais, c'est pas le livre des procès-verbaux des Marguilliers, il y a plein d'autres affaires dedans. Enfin, à la toute dernière page, les 2 dernières pages du livre, on fait une liste des bienfaiteurs de la chapelle érigée en 1795 dans le presbytère. Pas l'église. L'église, on commence à la construire en 98. D'accord? Puis on la termine en 1801. La première église qui va être agrandie dans les années 30 après. Qu'on va démolir pour construire l'église en 91, 92, qui va brûler en 1911. C'est ça? 1908, pardon. Puis on va reconstruire en 1911, qui va brûler en 1967. On s'en souvient, quand on connaît l'histoire. Donc la chapelle, c'est avant. On n'a pas de photo. On ne l'a pas vu, là. On ne sait pas personne. Donc il y a des gens, par bonne foi, qui vont donner, lorsqu'on construit, on érige la paroisse, et notamment pour la chapelle en 1795. Le premier bienfaiteur, Monseigneur Jean-François Hubert, donc l'évêque de Québec, a donné le calice à Patine avec un louis en argent. Le calice et patine. Merci de m'aider. Moi, moi, j'ai des limites. C'est dans le domaine de ma limite, présentement, le vocabulaire très précis comme ça. Merci de m'aider. Jean-François Hubert va être le seigneur d'un fief au nord de la seigneurie Saint-Gabriel qui s'appelle le fief Hubert, qui se trouve à être dans la ZEC Batiscan Nelson aujourd'hui. Pourquoi Nelson? Parce que sa nièce, Marguerite Hubert, va être mariée avec John Nelson, fondateur de Valcartier en 1816. Ensemble, ils vont coloniser Valcartier, mais aussi posséder le fief par héritage de Marguerite Hubert, qu'elle va hériter de son oncle, l'évêque de Québec, et qui possédait, la famille Hubert, le fief depuis 1696. D'accord? Zec Batiscan Nelson, l'évêque Jean-François Hubert, c'est lui, l'évêque de Québec, qui octroie la paroisse en 1794. Il y avait des tensions avec le jésuite. Mais ça ne veut pas dire que le jésuite ne donne pas non plus. Le jésuite, agonisant, je te rappelle qu'il n'en restait que quelques-uns lors de la création de la paroisse en 1794. Ils ne peuvent pas se renouveler, c'est interdit. Alors, tant qu'il y en a de vivants, ils possèdent déjà leurs biens jusqu'au dernier. Le dernier va mourir en mars 1800. C'est lui, le révérend père Cazot, Jean-Joseph Cazot, OT, pas comme le pavillon de l'université. Alors, a donné la lampe d'argent, 3 chasubles complètes. Merci de m'aider, j'ai peut-être besoin d'aide. Une blanche brodée en soie, 2 rouges, deuxième rouge de Damas. C'est un tissu rouge de Damas. Je trouve bon. 3e, violette. Une autre. Avec une petite dentelle. Un surplus
de bâtisse. Surplis. Un surplis de bâtisse avec dentelle, 2 parements d'hôtel, un drap mortuaire, réutilisable au besoin, 2 cadres qui sont à l'hôtel, un grand d'or, qui est dans le presbytère. Jean-Joseph Cazot, c'est le dernier jésuite qui va mourir. Il est le propriétaire de la seigneurie Saint-Gabriel dans laquelle la paroisse est ouverte en 1794. C'est le seigneur. Hein? Hubert, c'est l'évêque. Cazot, c'est le seigneur. D'accord? Le représentant des seigneurs, on va dire ça de même. 3. Les messieurs du Seigneur de Québec. Une aube unie, un suppli, 3 purificatoires, 3 lavabos, 3, là je ne suis pas capable de dans les mots, là. Une belle fleur artificielle, paroissiale supérieure. Donc le supérieur donne une belle fleur artificielle. On se part, écoute, on se part, là. On prend la fleur artificielle, là. Écoute, on prend tout. On vendra ça sur Marketplace un coup après, quand ça sera là. 4. Le père révérend supérieur des Récollets a donné le gradin. Là, tu parles de, tu sais, un peu. Là, le gradin, c'est comme, c'est plus un peu qu'une fleur artificielle. Une garniture de chandelier, une chasuble rouge et noire, une croix processionnelle de bois. C'est ça, c'est quand tu... c'est ça. Processionnelle. Hein? Quand tu... c'est ça. 5. Les dames Ursulines de Québec ont donné une garniture, c'est beaucoup de chandeliers de bois simple. Ça va bien. 6. La fabrique de Charlebourg, de laquelle on s'est détaché, a donné 5 chasubles de taille ancienne et qui sont à refaire. Usagé. Une aube, un surplis, un bonnet carré. Ça vient du trait carré. La fabrique de Beauport a donné le petit ciboire. Ça continue. Ambroise Trudel, habitant de cette paroisse, en fait faire le tableau de Saint-Ambroise tel qu'il se voit dans la chapelle. Merci Ambroise Trudel. Hein? Saint-Ambroise. C'est ça. On s'appelle de même ici. Fait qu'on veut le voir. Puis on le cache en dessous, là. Mais Ambroise, on veut le voir. Trudel, il a fait faire ça. On le voit dans la chapelle. C'est bon. C'est le tableau-là qui est rendu où ça? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ensuite, Jean-Étienne Bédard, aussi habitant de cette paroisse, a fait don de l'enfant Jésus. Ah, une statue d'enfant Jésus. Probablement une statue, j'ose croire, il l'avait, je ne sais pas, sculptée. Je ne sais pas. Madame, je ne sais pas si c'est son nom. Colette, je ne sais pas. De la Petite Rivière, là, c'est un endroit, là, c'est du berger, je crois, la Petite Rivière, a fait présent d'une coupe d'argent avec, elle apostrophe quelque chose, le tout bien travaillé et estimé à 12 piastres. Là, on est dans la piastre, là.
On a eu des louis, des livres, des francs, dont des piastres. Jean Trudel de Charlebourg fait présent de 126 piastres en argent. Ah ouais, Jean Trudel, crash le cash, là, je veux dire, C'est carton fait la même d'époque. qui c'est? Ensuite, Madame Veuve Beaubien de Charlebourg en fait présent d'un beau jupon de dame qui fait à présent le parement d'hôtel. On veut le voir, on veut le voir. Pensez pas de faire rire à ce point ce soir avec un jupon. De dame qui fait à présent le parement d'hôtel violet et par se passer devant notaire qui seront livrés à l'église commencée. Essentiellement, ce que ça dit, c'est qu'elle a donné ça, qu'il y a un acte notarié pour l'authentifier. Madame Veuve Beaubien, rien de moins. C'est pas 100 quelque chose que tu De 100 écus, oui, c'est probablement ça, oui. À la gang, on sait tout. Alors là, on parle en écus. L'écu, la pièce, le louis, la livre, puis le franc. OK? Ensuite, M. Durham, curé de Charlebourg, a fait faire et donner par présent le tableau de Saint-Ambroise avec l'empereur Théodose. Bon, là, l'empereur Théodose, c'est un empereur romain. Pourquoi est-il si important? Moi, je le sais, je vais te le dire. L'empereur Théodose va mourir en 395 après Jésus. D'accord? Lorsqu'il meurt, il sépare l'Empire romain en deux. L'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Tu as déjà peut-être entendu ça dans ta vie. Mais avant de mourir, en 392, il va faire de la religion chrétienne la religion de l'Empire romain. À l'avant ça, Constantin va amener la tolérance religieuse par l'édit de Milan en 313. Et en 392, Théodose oblige tout le monde dans l'Empire romain à devenir chrétien. Sinon, c'est toi qu'on fait rôtir, qu'on fait manger par les alligators dans le Colisée. OK? Fait que c'est Théodose. Donc, Théodose est un empereur important dans la religion chrétienne parce que la religion chrétienne devient obligatoire et la religion de l'Empire lors de la fin de son règne. Je ne sais pas si Ambroise était contemporain de Théodose, j'avoue que je n'ai pas vérifié. Peut-être. Monsieur, celle-là est surprenante parce que d'une part, ça ne cadre pas dans les années de on se part dans une nouvelle paroisse. Parce que M. Agneau, ancien curé de Saint-Ambroise, a donné 3200 livres reçus en 1837. Peut-être que le fait de donner ce montant-là te fait rentrer dans la catégorie du bienfaiteur, incluant le jupon violette, là. Mais M. Agneau a donné une somme considérable, 3200 livres, quand même. C'est énorme, parce que là, le salaire du bedeau, en 96, c'était 560 à peu près. Fait que là, c'est 6 fois, là. 6 fois le salaire annuel d'un travailleur manuel. Quand même. C'est pas rien. Aujourd'hui, ce serait 500 000 $. Ouais. Je te lance un défi. Si tu trouves un jupon, je pourrais lui parler à vie. Il y a des chances qu'on l'ait déjà vu, mais il y a des chances qu'il soit disparu à tout jamais depuis belle lurette aussi. On continue? Oui. Outre plusieurs présents faits à l'Église par le vénérable curé de Charlebourg, M. Antoine Bédard, donc le terrain de l'école, là, le collège en avant de la pharmacie Martel, c'est lui qui fait ça, par lui, a encore été donné à la fabrique une grande partie de la cour du presbytère, donc du terrain du presbytère à l'arrière, probablement, ainsi que la maison d'école avec un superbe emplacement qui se trouve dans ce faubourg. Donc, c'est le terrain où se trouve le collège de Loretteville, en brique aujourd'hui, en face de la pharmacie Martel, qui est caché par 2 grands arbres en avant, là.
et qui cache aussi un Saint-Joseph en haut complètement, là, en arrière du parement en aluminium. Il y a un Saint-Joseph là, à qui on a enlevé les bras pour le rentrer dans le... dans sa ruche. Hein? Il y avait le bras. Il y avait Joseph, il y avait le bras qui dépassait. On s'est dit, on va le laisser là, on va y enlever le bras, on va y souligner en arrière, puis on met le parlement d'aluminium en avant. Saint-Louis est dans l'hôtel, puis Saint-Joseph est dans Le bras de Saint-Joseph est caché en haut, puis est en dessous de l'hôtel. Alors, c'est lui, le curé Antoine Bédard, qui va remettre à la fabrique ce bien foncier important, donc d'une partie du terrain du presbytère, oui, mais surtout de ce terrain-là, au collège, là, qui va de la rue Racine jusqu'à la rue en arrière, la rue du Frère Élysée, là, qui s'appelait autrefois la rue du collège, quasiment jusqu'aux Valentines. Là. Tout ce terrain-là est un énorme terrain qui appartenait à la fabrique jusqu'à temps qu'il soit cédé à la commission scolaire et qui appartient encore à la commission scolaire aujourd'hui. Alors moi, j'ai découvert ça quand à un moment donné, j'ai cherché pour trouver en fait de qui les sœurs de la Charité de Saint-Louis avaient acheté le terrain lorsqu'elles sont arrivées vers 1905. Je suis allé dans le registre foncier, puis il n'y avait aucune transaction. Là, et là, c'est là que j'ai compris qu'il y avait eu un seul propriétaire dans toutes ces années, c'est la fabrique, finalement, qui a mandaté les sœurs d'enseigner et qui a mandaté les frères des écoles chrétiennes par la suite d'enseigner et par la suite des laïcs d'enseigner dans cet édifice-là. Par M. Thomas Cook, curé du lieu, un lopin de terre qui a rapporté à la fabrique. Bon, je ne sais pas lequel, on pourrait le trouver, mais ça a été payant, ça a l'air. C'est ça de même. C'est ça. Rue Cook, c'est lui. Alors, c'était la fin des donateurs, des bienfaiteurs de la paroisse, en 1794, 95, 96, puis des fois en 1837 aussi. C'est bizarre. Mais est-ce que les premiers bienfaiteurs ont été écrits à mesure qu'on donnait en 1794-95, puis qu'on a recopié ça après dans le livre, puis qu'on a rajouté d'autres noms? Là, il y aurait une étude de la source, mais du contenant, de l'écriture, de l'encre. Il y aurait des questions comme ça, là, vraiment très pointues à se poser. Questions que je ne suis pas en mesure de répondre. Je ne suis pas un expert de ce dossier-là, bien sûr. Mais il y aurait des questions à se poser sur l'époque de la rédaction de ces 15 bienfaiteurs-là, qui ne sont pas tous contemporains, mais qui sont tous dans le même document. Tu ne vas pas de l'avant avec des biens de jupons d'hôtel pour aller de l'avant, là. Non. Probablement que ton donateur numéro 13 qui te donne 3200 livres, lui, c'est là que ça se passe. Fait que même s'ils ne le mettent pas en premier, tant que tu n'as pas lui, tu ne vas pas de l'avant. Tu ne peux pas ben aller de l'avant. Tu ne peux pas développer autant. Là. Tu ne peux pas agrandir ton église dans les années 1830. Bernard, c'est en 35 qu'on a grandi? 34-35, donc c'est quasiment contemporain. Là. Si le don est bon, il faudrait vérifier dans le livre des comptes de l'année 1837 qui arrive à un moment donné au hasard dans cette reliure-là. Là. C'est ça. Et on dirait que tu as des dons quand ils ont commencé. Oui. Après ça, probablement quand ils ont eu l'église, ça a fait toute mêlée. Ils ont écrit ça après, puis... Parce que tu as les dates des curés, tu sais, ouais. Il a été curé quand, je ne me rappelle plus, mais... C'est confus, là. Tu sais, ça, je vous ai dit au début, le livre, là, dans son organisation, il est confus. Ce qui nous laisse supposer plein de choses. Des feuillets séparés qui ont été reliés ensemble à un moment donné. Il y a plein de questions comme ça qu'on peut se poser sur le contenant. Sur le contenu, on est capable de le lire, de le comprendre, de l'analyser, d'en tirer des conclusions, mais le contenant, il est questionnable aussi, là, quand même. Ça va? Ce qui m'amène à dire merci à nos collaborateurs, en fait, des membres institutionnels. Il y a mon enfant roi ici à côté, là, chez Savard, Alphonse Savard, et la page redville.ca que j'avais pas beaucoup, et qui nous informe sur ce qui se passe à Loretteville et alentour. Alors, merci à eux, on les présente toujours parce que ce sont des membres institutionnels. Et je vous présente aussi mes sources. Alors,
C'est le titre que j'ai donné. Le livre des recettes et dépenses et autres affaires. Là, le titre continue, là, fait que je l'ai renié. Commencé en 1796 par avoir Saint-Ambroise de Joliette, c'est lui le créateur de ce livre-là. 1796, 3 petits points. À ma connaissance, 1870-77, le dernier document que j'ai vu là, en année dans ça. J'ai écrit inédit parce que c'est pas édité, c'est pas publié, c'est pas public. Là. Moi, c'était la première fois que je le consultais. Parce que ça appartient à la paroisse. Puis là, ben, la paroisse, Hugo a contribué dans un projet à mettre de l'avant les archives de la paroisse, qui ont plein d'exceptionnels trésors. Le dictionnaire biographie du Canada pour la biographie de Renvoisé. Le programme de recherche en démographie historique, PRDH, pour les sépultures et aussi pour Ambroise Trudel. Et cette page-là ici qui m'a aidé, là, c'est le généalogiste canadien-français qui m'a aidé à définir ce qu'est un capitaine de milice. Alors, en vous remerciant toutes et tous de m'avoir entendu et d'être comme moi surpris de certaines informations qu'on retrouve dans ce livre ce soir, et nous vous invitons à participer à notre dernier mercredi de l'histoire à Saint-Charles de 2024, le 4 décembre prochain, portant sur l'histoire du rang Sainte-Geneviève. D'accord? C'est tout ce que j'avais à dire à propos de ça. Alors, merci à toutes et à tous. Ouais.